Bonjour à tous, on se retrouve pour la fin du cours de thermodynamique statistique. Alors la fin, bon, plusieurs vidéos, c'est la première vidéo liée au chapitre T5. Donc dans ce chapitre, on va essayer d'exploiter ce qu'on a vu précédemment pour déterminer l'expression de la capacité thermique des gaz parfaits et des solides. Alors, quand je dis on va exploiter ce qu'on a fait précédemment, on va quand même passer du modèle discret au modèle continu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver des résultats classiques de la thermodynamique, notamment que vous avez vu en première année. Alors on commence par le gaz parfait, et on va se concentrer sur le gaz parfait monoatomique. On verra un petit peu plus tard ce qu'il distingue du gaz parfait diatomique. Mais on ne fera pas tous les calculs sur le diatomique. On étendra les résultats du monoatomique. Alors d'abord, on revient à nouveau donc, sur les choses que vous avez déjà vues. Quelles sont les hypothèses du gaz parfait? Qu'est-ce qui définit un gaz parfait? Alors, quand je dis qu'est-ce qui définit un gaz parfait, je ne parle pas de son équation d'état, PV égale nRT, mais qu'est-ce qui, à l'échelle microscopique, permet d'affirmer qu'un gaz peut être considéré comme un gaz parfait. Donc en fait, le modèle du gaz parfait repose sur quelques hypothèses. Donc, la principale, c'est que les particules doivent être suffisamment éloignées les unes des autres, pour deux raisons. D'abord, qu'on puisse négliger leur taille caractéristique devant la distance interparticule. En gros, ça veut dire que je peux négliger le volume propre des particules lorsque je mesure le volume total occupé par le gaz. Et je veux aussi négliger les interactions de nature électrostatique entre les particules. Parce qu'évidemment, deux molécules au sein d'un gaz, forcément vont interagir de façon électrostatique, liaison de Van der Waals, même si elles ne sont pas polaires, elles peuvent exister, ces liaisons. Donc l'idée dans un gaz parfait, c'est on néglige ces interactions, donc il faut que les particules soient loin l'une de l'autre, et les particules n'occupent pas de volume. Donc à nouveau, il faut qu'elles soient très loin l'une de l'autre. Donc ça justifie aussi quelque chose qu'on a vu dans l'étude des diagrammes enthalpiques, c'est que le modèle du gaz parfait est vrai plutôt à basse pression. Parce qu'à basse pression, évidemment, les molécules sont un peu moins l'une sur l'autre. Et donc la dernière hypothèse du gaz parfait, c'est que lorsque le gaz parfait est à l'équilibre, ce qui va être notre cas, puisqu'on travaille dans le cours de thermostat uniquement avec des systèmes à l'équilibre avec un thermostat, eh bien les particules sont dans l'état de chaos moléculaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire un chaos moléculaire? Tout simplement que les différentes composantes de la vitesse vont être totalement indépendantes les unes des autres. Et donc la conséquence, c'est que je vais pouvoir travailler uniquement sur une direction, X, on va travailler sur X dans le cadre du cours, et puis après, on généralisera ces résultats aux deux autres directions, Y et Z. Dernier point important, qui n'est vrai qu'avec les gaz monoatomiques, donc gaz monoatomique, en gros, ça va être des gaz nobles, ça va être de l'hélium par exemple. Puisqu'ils sont monoatomiques, quel est leur seul mouvement significatif? C'est un mouvement de translation. Je ne vais pas considérer un mouvement de rotation d'un atome sur lui-même. On verra que quand on travaille sur des gaz diatomiques, c'est un petit peu plus compliqué. On ne peut pas négliger ces mouvements de rotation. Donc, si on résume, les particules très éloignées l'une de l'autre, pour pouvoir négliger le volume qu'elles occupent, et pour pouvoir négliger leurs interactions, et chaos moléculaire, donc on ne peut ne travailler que sur une dimension et généraliser ensuite à 3 dimensions. Enfin, la seule composante de l'énergie, c'est l'énergie cinétique de translation. Alors, le titre du petit 2 est intéressant, vers un continuum d'énergie, alors on va essayer de voir ce que ça veut dire ça. Et en fait, on va y arriver via une application, dans laquelle on demande de déterminer pour une molécule de dioxygène confinée, le mot confiné est important, dans un espace de longueur caractéristique de l'ordre du mètre, l'expression des niveaux d'énergie accessibles à cette molécule. Alors, on voit dans la même phrase, confiné et niveau d'énergie, ça fait quand même furieusement penser à ce qu'on a fait en quantique. Donc, je ne vais pas refaire toute la démonstration, mais en quantique, on a montré que lorsqu'une particule était confinée dans un puits de potentiel, que je vais représenter ici, hop, x, v de x, hop, on va le faire en bleu, ce puits de potentiel, voilà, 0, L, bien, lorsque la particule est confinée en puits de potentiel, on a la relation de quantification, K égale N pi sur L. Or, on sait, on l'a montré suffisamment de fois, que K peut s'écrire racine de 2me sur h bar.
ou h bar, donc c'est h sur 2pi, m la masse de la particule, en l'occurrence ici une molécule de dioxygène, et je vais pas préciser, L ici évidemment c'est la longueur caractéristique de l'ordre du mètre. Et donc on obtient, en passant au carré, 2me sur h bar carré égale n carré pi carré sur L carré, soit tout simplement E, on peut rajouter un indice n d'ailleurs, égale n carré fois pi carré h bar carré sur 2m L carré. Bon, résultat qu'on a déjà démontré plusieurs fois d'ailleurs, donc rien d'étonnant là-dedans. On nous demandait d'exprimer notamment le niveau E1, le niveau E1 on voit apparaître ici, et surtout d'en faire l'application numérique. Alors, pour faire l'application numérique, il me faut h bar. H bar c'est 1,05 10-34 joules seconde. Bon, pi c'est bon. L, on a dit qu'on prenait 1 mètre. L'idée c'était d'avoir un ordre de grandeur. M, c'est la masse d'une molécule de dioxygène. Donc une molécule de dioxygène, en gros, c'est 8 protons, 8 neutrons. Donc ça va être 8 fois la masse d'un proton. Et donc en ordre de grandeur, ça va être, donc la masse du proton c'est 10-27 kg, donc c'est du 10-26 kg. On voit qu'on commence à voir apparaître le travail en ordre de grandeur. Là on peut dire que ordre de grandeur 1 mètre. Là en ordre de grandeur c'est 10-34 joules seconde. Et donc ça va me donner E1 en ordre de grandeur. Pi carré je prends 10. Donc 10 fois h bar carré, donc 10 moins 68, sur le 2, pour l'ordre de grandeur ne m'intéresse pas, m 10 moins 26, L carré c'est toujours 1, donc 10 moins 26. Donc en haut j'ai du 10 moins 67, en bas j'ai du 10 moins 26, ça nous fait du 10 moins 41 joules. Ça fait quand même pas beaucoup. Quand on sait qu'à l'échelle microscopique, l'unité typique de l'énergie c'est l'électronvolt qui a 10 moins 19 joules. Donc c'est vraiment minuscule ce E1. Dans un deuxième temps, donc ça c'était la question 1, dans un deuxième temps on nous demande de calculer KBT. Donc KB, pareil on va travailler en ordre de grandeur, c'est un 38 10 moins 23, donc en ordre de grandeur 10 moins 23 joules par Kelvin. T, là c'est quelques centaines de Kelvin, donc c'est du 10 puissance 2 Kelvin. Et là on voit tout de suite apparaître quand même l'énorme différence en ordre de grandeur, c'est que KBT, en ordre de grandeur, c'est du 10 moins 21 joules. Il y a un rapport 10 puissance 20 entre E1 et KBT. Donc même si En c'est n carré E1, il faudra un n absolument gigantesque. En fait, il faudra un n de l'ordre de 10 puissance 10 pour enfin réussir à avoir En du même ordre de grandeur que KBT. Donc la conclusion, c'est que, quel que soit n, KBT est très grand devant En. On va voir dans la vidéo suivante ce que ça implique notamment et pourquoi on parle de continuum d'énergie.